C'est différent de Steve, juste déjà comment... Ouais, c'est Bienvenue au monde, bienvenue à la game du courtage. Oh, Steve, non. Felice, comment ça va, Phil? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Puis aussi, on a Denis et Dominico. Comment ça va, les garçons? Very good, very good. Je sais pas si c'est à cause que Steve est pas là, mais il me semble qu'on est full house aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes venus. Quand vous avez su que Steve était pas là, vous avez dit je vais venir au podcast, en fait. Quand Steve n'est pas là, il y a un gros impact. C'est ça, hein? C'est plus calme. C'est plus calme. Le bureau, il est plus calme un peu, hein? Puis, mais pour commencer, je voulais parler avec toi, Denis, parce que ça fait-tu un an que tu as commencé ou pas encore vraiment, hein? Ça doit faire 1 an et demi que j'ai commencé. Tant que ça? OK. Ouais. Puis, si je te demandais, selon toi, avant que tu commences comme courtier, on va dire, mettons, là, puis là, toi, après 1 an et demi, qu'est-ce que tu trouves que tu t'attendais pas à avoir, soit à faire comme travail comme courtier ou des situations? Qu'est-ce que pour toi a été la plus grande, on va dire, surprise ou que tu as trouvé, en fait, que ton 1 an et demi après? Je pense que c'est juste le volume de travail. Ok. Juste entre autres, juste le nombre de communications avec différentes personnes. Donc, faire les appels le matin. Aussi, pas juste ça aussi, la complexité des situations aussi. C'est vraiment, non, c'est quelque chose qui a vraiment challengé. OK. Puis je pensais que c'était moins, parce que tu regardes les médias sociaux avant, puis tu vois ça, les courtiers font tellement d'argent et tout ça. Oui. Mais non, j'ai vraiment appris qu'il faut travailler très très fort dans le domaine parce qu'il y a beaucoup de compétition. J'ai même appris que 90% des courtiers font 3-4 transactions par année, puis c'est dur de briser ce top-là, puis non, c'est extrêmement dur, puis j'adore ça. OK. Parce que j'ai mis en tête que j'aurais pas arrêté, mais Ouais, c'est je cool. suis là, ouais. Puis aussi, il faut dire que tu travailles avec Dominico. Puis ça, je pense quand même que ça t'a aidé parce qu'au départ, toi, Phil, ça fait quand même un petit peu plus longtemps quand même que tu es dans le milieu. Mais est-ce que toi aussi, là, la charge de travail, ça a été quelque chose qui t'a frappé, admettons, après 1 an ou 2 ans sur le marché, en fait, comme courtier? C'est sûr, un peu, ouais, c'est sûr. C'est dur, c'est pas tout comme, Denis. comme Dennis dit, c'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est là. c'est tout sauf ça, en fait. Ouais, non, exact. Quasiment, C'est là. bon, ça l'aide, mais je trouve que honnêtement, c'est comme c'est pas quelque chose. Oui, comme j'ai dit, ça l'aide, mais sauf que c'est pas tout ce qu'on voit la réalité des réseaux sociaux. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Exact. Toi, ton Dominico, est-ce que tu as trouvé que le départ était plus facile que tu pensais ou c'était plus difficile un peu? Est-ce que, mettons, comment toi tu voyais, on va dire, votre travail d'équipe quand, mettons, Denis a joint l'immobilier? Est-ce que c'est comme ça que tu le voyais ou il y a beaucoup de choses qui ont comme évolué ou qui a changé, mettons, dans ton thinking de travailler avec ton beau-frère? Ah, c'est sûr, ça a changé beaucoup parce que avant c'était tout moi qui ai fait tous les travails de A à Z. Fait que maintenant que Denis est avec moi, c'est sûr que lui, il peut m'aider avec des choses, avec des choses pour compléter les transactions. Fait que à cette façon, ça aide beaucoup. OK? Parce qu'avant, c'était tout moi qui est en train de faire tous les travaux. Fait que, et comme il a dit, c'est que oui, dans les médias sociaux, tu vois que, en train de mettre une pancarte, et tu mets une commission de 10 000, 15 000, mais. Puis le ils ont réali- 16 ans, puis c'est comme... Tout est parfait, là, ouais. C'est ça. Mais la réalité, c'est que dans le background, il y a beaucoup de travaux en train de faire pour faire l'argent. Transaction-là. Ouais. Ouais, puis ça, c'est vrai que. Puis ça, je pense que faut vraiment être dans le domaine pour le voir, je pense. Parce qu'il y a tellement de vidéos, justement, comme que vous dites, qui reflètent. Ben, c'est la réalité parce que, tu sais, les courtiers font ce qu'ils font dans leurs vidéos, mais je trouve vraiment pas que ça reflète la réalité, admettons, tu sais. Puis, je sais pas si vous avez peut-être un petit sujet, là, une petite transaction peut-être en cours que vous vouliez peut-être nous parler un peu, ou une situation cocasse, ou que vous voudriez peut-être nous faire part à nos téléspectateurs, en fait. Ben oui, je parlais... celui de Ludo Proprio. Ben tu peux parler, c'est plus toi qui... OK, cool. Ouais. Mais notre dernière transaction, c'était sur un condo, OK? Et c'était une couple qui était référée à nous d'un autre client, OK? Fait que eux, ils ont commencé de travailler eux-mêmes, de chercher une propriété. Fait que il a trouvé cette condo sur 2 proprios, OK? Il a fait l'offre d'achat, tout était correct,
quand c'est arrivé à l'inspection. OK. Fait qu'il a trouvé des problèmes mineurs. Et dès qu'il a trouvé ce problème mineur, il voulait baisser le prix. Les vendeurs ont dit non. Fait que, fini, la transaction. Après ça, on a commencé la recherche avec eux. tout à coup, cette condo était mis à vendre avec une courtier de Remax. OK. Ils voulaient visiter encore avec nous. Fait qu'on avait visité la propriété, le condo, et on avait fait de l'offre d'achat encore. Et on a réussi d'avoir un prix plus bas que quand eux, ils avaient fait la transaction. OK. OK? En plus, ils avaient déjà fait le rapport d'inspection. Il y avait déjà le rapport d'inspection. Fait que j'étais capable d'expliquer le rapport comme il faut. Parce qu'on sait déjà que ça n'existe pas une maison parfaite, un condo parfait. Fait que j'expliquais ces problèmes mineurs à eux et que c'est pas vraiment une chose dangereuse, des choses dangereuses. Fait que il a compris et on a réussi de compléter la transaction. OK. Les clients ont finalement acheté le condo? Ouais. OK, quand même. C'est... C'est sûr que moi, je pense qu'avec les courtiers, ça l'aide beaucoup avec le côté communication. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Parce que c'est comme si, exemple, quelqu'un qui achète un auto, puis c'est quelqu'un qui vend un auto privé, puis toi, tu es là, puis tu es en train de discuter. C'est sûr que oui, la personne qui vend le véhicule, il pense que peut-être son véhicule est en parfait état. Mais si c'est toujours peut-être comme avec un vendeur, il y a une façon différente, je trouve. Ouais. La communication peut être différente, puis ça peut changer beaucoup Mais c'est ça, parce que situation. les clients, un acheteur, un vendeur, ensemble, il y a beaucoup d'émotions. C'est ça, course. exact. Fait que Oui. à cause de cette émotion, C'est ça que je peux pas. il va toujours avoir une petite guerre. C'est C'est clair. exactement ça. C'est que je côté dis, la émotif. personne qui vend, c'est sûr que lui, il pense que non, moi, mon condo, ma maison est en parfait état, puis il n'y a rien à faire. C'est ça, exactement. Puis ça commence la petite bagarre. on va Si dire. on C'est veut, comme, ouais. c'est comme un avocat à la fin de la journée. Ben, c'est Celui, un sens au final, tu sais, parce que aussi quand tu veux vendre, ben, tu veux vendre le plus cher. Puis quand tu veux acheter, tu vas acheter le moins cher. Exactement. Naturellement, il y a un débalancement. Puis, comme tu as dit aussi, Domenico, c'est que c'est vraiment émotif. Tu sais, c'est le plus gros course, my achat God. de la vie de 85% des gens. Tu sais. Les seuls gens qui c'est pas leur plus gros achat, c'est ceux qui sont investisseurs, donc tu sais, qui vont en acheter plusieurs. Tu sais. Fait qu'au final, je pense que c'est vrai de ce que tu dis, parce que la première fois, quand c'était le vendeur puis l'acheteur, peut-être que justement, ils sont arrivés peut-être dans des discussions qui étaient comme plus confrontantes, qui ont fait que ça n'a juste pas fonctionné. Mais à la fin de la journée, je pense que tout se dit dans la vie. Ça dépend comment tu le dis, comment tu amènes le sujet, tu sais. De juste dire, ben, moi, je baisse de prix, puis that's it. Non, mais attends, non, mais le pourquoi, c'est ça, ça, ça. T'as un comparable qui s'est vendu, toc, toc, toc. Donc, pour nous, ça fait du sens d'avoir ce prix-là. Quelqu'un, tu sais, quand on arrive comme ça avec des vendeurs, ou même nos acheteurs, ils comprennent, là, tu sais, on arrive avec des faits, puis quand tu les regardes, ben, tu comprends le prix. Après ça, tu sais, il y a une logique derrière le pourquoi que vous avez offert ce prix-là, ou le pourquoi, quand mettons, vous avez voulu descendre de prix après. Quand c'est bien dit, ben, au moins la transaction elle se passe mieux comme ça. Là, tu sais. C'est ça, puis c'est mieux protégé aussi, je trouve. Ben, ça, c'est sûr que tu as une protection de Ouais, plus c'est que quand tu vas par toi-même à la fin. Exact. Tu sais, les gens ont le droit de vendre par eux-mêmes. Tu sais, à la fin, c'est un choix que les Ouais, gens décident de faire. exact. Autant que les gens qui veulent acheter sans courtier, au final, c'est eux qui décident. Tu sais. Mais c'est clair que tu es beaucoup plus protégé avec un courtier. Là. Puis en parlant de ça, avant que j'étais courtier, en 2019, avant 2019, j'avais essayé de vendre une propriété sous du proprio. OK? C'était bien, tu sais, leur fonction, ça marche bien. Mais sauf que ça prend du temps. Il faut que tu sois là, ils t'appellent, les visites, les offres d'achat, le monde qui essaie de te faire des offres ridicules. Puis ils sont convaincants aussi. Ouais, ils sont ça peut- convaincants, exact, les commandes. Oui. Parce qu'on sait qu'il y a toutes sortes de genres de monde, de gens, clients, de gens, puis tout ça. Mais je te le dis, c'était pas facile. Oui, comme on voit sur la télé, oui, tu sauves de la commission, j'ai sauvé 20 000 Oui, mais pour sauver ce 20 000 ça a pris du temps, tu as travaillé comme un fou, tu sais pas qui va venir te visiter, ça peut être dangereux aussi. Il y a plein d'affaires aussi. Puis tu sais, quand ils disent sauver, là, tu sais, moi, ces annonces-là, ça me fait souvent rire. Ouais. Tu as sauvé, mettons, 20 000 de commission. Mais tu sais, à la fin, les statistiques, ils ne mentent pas. Techniquement, là, grosso modo, là, je pense que c'est 95% des transactions se font entre courtiers. Exactement. Tu sais, je veux dire, les gens vont sur Centris. Donc, tu sais, des fois, quand on dit, ah oui, j'ai sauvé 20 000 de commission,
OK, mais tu as eu 5% du monde qui C'est ont ça. vu ta propriété, contrairement à ton- son centriste, qui a 95% des transactions. Puis là, je dis 95, tout dépendamment, tu sais, grosso modo, il y en a même des secteurs qui c'est moins que ça, mais tu sais, on va faire un average. Fait qu'à la fin de la journée, oui, tu sauves-tu vraiment à la fin? Tu le sais pas. C'est encore drôle, tu sais, au final, donc... on veut pas. Ton bassin d'acheteurs, c'est très, très petit. Exactement. Limité, ouais. Avec 100 personnes qui cherchent des propriétés, ils vont voir juste 5 qui vont venir chez vous. Exactement. Fait que ton bassin, c'est vraiment petit. Exact. Et à cause de ça, tu ne peux pas avoir une prix hausse comme si tu veux te mettre à vendre avec un courtier de Remax. Ça Exactement. se peut que peut-être sur Centris, tu aurais eu des surenchères aussi. Tu sais, C'est ça. Au final, Ben, tu sais, le courtage immobilier, là, c'est une chose. L'offre et la demande. Ouais. Si t'as pas d'offre, ouais, c'est ça qui arrive. À la fin, t'as pas de demande, t'auras pas. Fait que, tu sais, à la fin, c'est juste une question de est-ce que ma propriété est vue par le plus de gens possible. Puis je pense que c'est prouvé que quand même sur Centris, c'est là que ça se passe vraiment plus. Absolument. Puis l'autre point, puis je sais pas vous si c'est des. Quand vous allez voir du proprio ou de quoi, est-ce que les vendeurs du proprio qui ont essayé par eux-mêmes? Parce que moi, je suis franc, comme je l'ai dit, quelqu'un qui m'appelle, il me dit David, je vais essayer avec du proprio, tu sais. OK. Tu sais, je dirais qu'au début de ma carrière, je le prenais comme pourquoi avec du proprio, tu sais. J'avais un peu de la misère à comprendre le pourquoi, comme mettons, quelqu'un voulait aller avec du proprio. Puis avec le fil du temps, je me suis dit, à la fin, si quelqu'un veut l'essayer avec du proprio, puis si ça marche, je suis content pour lui, tant mieux à la fin de la journée. Tu sais, nous, on est là pour accompagner nos clients et tout. Donc, tu sais, si lui, il se sent à l'aise, confortable de le faire, tant mieux. Tu sais, à la fin de la journée, moi, je respecte ça à la fin, tu sais. Mais qu'est-ce que je dis souvent dans ceux qui me rappellent après et qui me disent « Ah, David, tu peux-tu t'occuper de la vente en fin de compte? » Qu'est-ce qu'eux, ils trouvaient? C'était vraiment la qualité des acheteurs. Oui. Parce que, tu sais, un client, mettons, sur du proprio, il va t'appeler, y a-tu une précale? Ah ouais, mais c'est pas grave, là, ma banque va me le prêter. Non, non, as-tu un document qui Ouais. prouve? Puis quand les acheteurs sont avec les courtiers, tu sais, nous, en tant que courtier professionnel, on visite pas là, avec un acheteur qui n'a pas de précale. Exactement. Tu sais, je veux dire, à la fin, C'est vrai. contrairement au début, toi, tu es là dans le milieu depuis avant moi. Tu sais, au début, là, quand j'ai commencé, jamais je demandais une précale à un acheteur. Je visitais avec lui. Puis même quand le courtier du vendeur me demandait une précale, non, je la montre pas. Je voulais pas que le vendeur voit la capacité d'emprunt de mes clients, tu sais. Mais depuis le COVID, ça a complètement changé maintenant. C'est la première étape. Un acheteur m'appelle, première étape, va te faire préqualifier. Oui, Tu sais. exactement. Mais Ça avant, prend c'était pas 24 comme ça. heures. Pourquoi pas le faire? Puis même 24 heures, tu sais, si t'es rapide avec tes documents, Ouais. la personne, tu sais, ça peut être fait quand même rapidement, tu sais, quand même. Fait. Puis, t'auras pas le choix de le déposer avec une offre d'achat. Tu sais. Vous, en tant que vendeur, si vous représentez un vendeur, vous avez une offre d'achat qui n'a pas de préqualification. Non, on laisse T'sais, tomber. Ben, moi, premièrement, si je reçois une offre d'achat d'une courtier spécialement, sans précal, ben, je vais appeler le courtier tout de suite Ben oui, direct. pour demander c'est où le précal. Ben oui. Et s'il ne répond pas comme il faut, déjà, vous êtes à côté. Ben, c'est vrai. T'sais. Mais avant, c'était pas comme ça. Tu sais, quand t'as commencé au début, là, tu sais, tout le monde, tu sais, le monde, on savait c'était quoi une précale, mais c'était pas autant important. Puis ça, je pense que le COVID a un peu changé la manière du courtage, en fait. Tu sais, veux pas. Puis ça a été une des choses que je pense qui est bien. C'est que maintenant, les gens, puis même les clients acheteurs, je sais pas si vous aussi, mais ils le savent là, qu'ils doivent souvent commencer par une précale, admettons, là, tu sais, parce qu'ils veulent pas perdre leur temps, eux non plus, là-dedans. C'est plus là, tu sais. sérieux aussi, je trouve. Exactement. Ton client, l'acheteur est plus sérieux avec un Exact. précal. Exact. C'est pour ça sûr que quand tu travailles avec un courtier, au moins que quand nous, on reçoit des visites des courtiers, déjà, on sait que c'est des clients qui sont préqualifiés. Exactement. Tu sais. Mais s'il y a un client qui vit tout seul, comme du proprio, des fois, c'est qu'il prend une visite toute seule sans courtier, il y a une grande chance qu'ils ne sont pas préqualifiés. Ouais. Puis même des fois, comme on a des clients qui nous écrivent, je leur demande, tu sais, OK, est-ce que vous avez une précale avant que j'appelle mon vendeur? Il y en a encore que ça les frustre un peu, on dirait. Ouais, mais je vais visiter après. Je comprends, mais dis-toi une chose, on va aller visiter une maison, donc tu sais, c'est comme toi, Domenico, tu vas à ta maison, je viens avec quelqu'un chez toi, dans tes choses, tu sais, je veux pas, on va ouvrir les garde-robes, on va regarder, puis on sait même pas si son client est capable de l'acheter. Ouais. Ça fait pas de sens pour le vendeur aussi, tu sais. Faut toujours voir deux côtés à une médaille, mettons, tu sais. Mais... Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que la semaine passée, on parlait justement de la maison que tu avais mis à vendre à Saint-Julien, je pense. Puis il y avait des clients que tu m'avais référé pour faire des visites. Puis eux autres, il n'y avait pas de précal quand j'avais demandé. Mais j'ai dit, OK, ils veulent visiter ta maison à toi. Il y avait 2-3 autres maisons. Puis quand j'ai rencontré, j'ai dit, est-ce que vous avez une précal? Ben non, on n'a pas un, mais tu sais, ma banque me connaît bien. Puis ils sont en train de travailler dessus. Puis tout ça. Puis à la fin, ils n'ont jamais eu de précal. Ils n'ont jamais acheté. Puis c'est ça, ça finit comme ça. Moi, j'ai pas contacté non plus parce que je voulais voir s'ils me recontactaient, s'ils étaient vraiment sérieux.
Mais cette journée que j'ai fait les 5 visites avec eux autres, comme tu dis, ils regardaient partout dans les maisons puis tout ça, pas de précal, rien, puis à la fin, ils ont rien acheté. C'est sûr. Comme que, tu sais, il faut faire attention, c'est clair, là-dessus. Je pense que vous aviez un sujet tantôt que vous parliez par rapport à un 5 logements, je pense, ou un non, 5plex, ou quelque chose que j'ai tu voudrais rencontré partager. quelqu'un sur le téléphone où c'était une maison de famille, c'était un 5plex, puis c'était juste la famille qui habitait dans la propriété. Dans tous les Peut-être logements? Ouais. OK. Tous les logements, c'était 2, 3,5 dans le sous-sol, un 3,5 en haut, puis un 6,5 sur l'étage. Puis, ouais, c'était 4 sur 5 qui étaient vraiment gardés dans la famille. Mais ils ont gardé les loyers vraiment bas. Puis, ils veulent être sûrs que quand ils vendent la propriété, ils peuvent le vendre pour le plus haut possible, mais ils veulent savoir comment se comporter avec le montrer aux acheteurs pour être sûr que c'est un bon investissement à la fin de la journée pour eux. So, for example, moi, ce que je les ai dit, c'est que what you need to do is take 5 years and make sure to tell them that you can put a little bit of money every single year so they can up their rent by the most they can, maybe like the 4 to 6% rather than the standard 2%, and that would be the way to really increase the rent. J'étais aussi ici pour vous demander la question, qu'est-ce que vous pensez? Toi, qu'est-ce que t'as sur un client comme ça t'appelle, que c'est un 5plex, il y a 4 logements qui est avec la famille, puis il te demande, moi, je veux vendre dans 5 ans ou dans 3 ans. C'est quoi la stratégie que tu leur conseillerais de faire, toi, Phil? C'est dur à dire parce que ça dépend des acheteurs. Ça dépend des acheteurs, mais honnêtement, si les loyers, déjà, ça commence bas, c'est sûr que ça va être dur à vendre un peu parce que le monde qui achète des plex, c'est sûr que c'est la première chose qu'ils me demandent à moi. C'est quoi les revenus là-dessus? Alors, si déjà c'est bas, ben oui, peut-être dans 3 ans, ça peut aider un petit peu, mais je pense que tu vas être toujours en retard. Ouais, c'est ça, hein? Tu vas être toujours en retard. Là, ça va être un peu dur à vendre de mon côté à moi. Je sais pas. Je pense que ma première question, c'est que, parce que vous avez dit que c'est la famille qui habite dedans. Ouais. Ma première question, c'est que si vous vendiez la propriété, est-ce que la famille au complet va déménager? Ouais. Si oui, ça, c'est idéal. Parce que ça veut dire que tu vas avoir une 5plex, ça va être 4 logements vides ou 5 logements vides. Ça, tu peux maximiser le profit. Parce que tu vas être capable d'acheter cet immeuble et après le louer à vraiment le prix du marché. Exact. Ça va être idéal. Fait que mon première question, est-ce que la famille au complet va quitter les logements? Ça va être la meilleure façon d'augmenter augmenter la valeur marchande de la propriété. Exact, parce que, oui, vas-y, Phil. Sauf que si, exemple, 4,5 dans le sous-sol, il paye 600 $ par mois. Yeah. Mais en réalité, aujourd'hui, un 4,5 dans le sous-sol, 1300, 1400, exemple. Ouais, c'est ça. Tout dépendant, horaires, exact. mettons, là. Est-ce que tu as le droit, de... tu vas Disons acheter... doubler. puis Ouais, de c'est ça. doubler Mais pourquoi pas? Si la famille va quitter les logements au complet, comme si tu mettras à vendre ces 4 logements, il dit qu'ils vont quitter vers le fin de juin. Mais pourquoi pas? Tu peux l'acheter, après ça, faire des baux avec des autres clients. Mais il faut que tu dises le mot. Là, ça va dépendre de. C'est ça, Tu as un bail, premièrement. Parce que, tu sais, c'est vrai qu'il faut que tu indiques dans le nouveau bail qu'est-ce qui était le prix de l'ancien, mettons. C'est ça. Mais par rapport à ta question, je suis un peu d'accord avec Dom, c'est que si moi, tu me dis que tout le monde va partir, garde-les à 500 $ parce que techniquement, le prix du bail qu'eux payent présentement, ça n'affectera pas le nouvel acheteur parce qu'ils vont quitter. C'est ça. Après, lui, quand eux ils quittent, ben, il peut rénover, il peut faire des choses. Tu sais. Mais oui, il faut quand même qu'il divulgue le prix de l'ancien bail avant. OK, oui, c'est ça. Si tu vas rénover, oui, tu peux justifier ton augmentation au double, que c'est double. Peut-être pas le double, mais on comprend. Là, Ouais, de le mais monter, si mettons, c'est ça. pas vraiment... Il n'y a pas de rénovation, mais ça reste comme tel. Mais tu peux dire, comme l'ancien bail, combien c'est, si c'est 500 pièces. Mais à la fin de la journée, si moi je demande 1200 pour ce logement, c'est pas à cause de l'ancien bail. C'est à cause que ça, c'est le prix du marché Oui, c'est le prix du présentement. marché, exact. C'est sûr. Fait que si tu n'aimes pas cette 4,5 à 1200, va aller à l'autre. Ouais, c'est va aussi à ailleurs, 1200. C'est sûr. Il faut juste que tu le divulgues, puis à la fin, tu sais, c'est sûr que. Faut quand même, tu sais, les lois du TAL, je vais vous avouer, tu sais, je suis pas un spécialiste tant que ça, tu sais, je suis pas tant piqué là-dessus, donc rendu là, faut
faudrait toujours se renseigner avant auprès du TAL à savoir qu'est-ce qui a légalement le droit de le faire ou non. Mais par rapport à ta situation, c'est sûr qu'à la base, on le sait que les banques aiment moins ça, on va dire, financer des immeubles qui vont tomber vides, on va dire, mettons. Mais pour un acheteur, souvent, ils vont être prêts à mettre plus sur un prix d'achat quand on sait que les 4 logements sur 5 vont être vides, Oui. que si les 5 logements sont loués à des prix vraiment inférieurs au coût du marché présentement. Tu sais. Donc, techniquement, ça serait ça la situation. Ça dépend toujours des besoins de la famille, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont... Parce qu'au final, si les gens de la famille restent, c'est sûr que par rapport à la valeur de vente, plus que les revenus sont élevés, parce que veux pas, c'est la première des choses. Quand c'est pour une maison ou un condo, les gens vont dire l'environnement, le secteur aussi. Mais quand on parle de plex et tout, là, c'est... Donne-moi les chiffres, c'est quoi les dépenses? Mais c'est c'est quoi, ça. Exactement. Si Même elle- un 5plex. Mais c'est ça. S'il y a une simplex qui fait 40 000 à 1 million, mais il y a un autre qui fait 60 000, Qui va plus se vendre? c'est sûr que c'est lui qui va vendre Plus cher, tu sais. plus cher. Habituellement, Mais- c'est quoi? C'est 20 fois. Ça dépend du secteur, des Ouais. fois c'est un petit peu moins, tu sais, mettons, 19, 17, 18, ça dépend vraiment du secteur, tu sais, donc je veux pas dire un multiplicateur des revenus bruts ou nets, tu sais, mais ça dépend des secteurs. Puis je pense que ça dépend aussi des acheteurs. Petit acheteur. Il y a des, ouais, les petits acheteurs, parce que il y a des acheteurs qui veulent acheter, mais qui vont... Ils aimeraient ça que c'est déjà loué parce qu'ils ont besoin de cette revenu-là pour payer l'hypothèque. Si c'est, oui, c'est vide, c'est bon aussi. Mais- Tout dépendant de l'acheteur. C'est comme moi, j'ai eu des acheteurs qui, c'est la première chose qu'ils me demandaient. Combien les loyers? Parce que eux autres, ils avaient besoin de ce loyer-là Pour les aider à payer l'hypothèque. Puis tu as raison, parce que tu sais, souvent les gens qui vont vouloir que ça soit vide ou de quoi, ils vont souvent les rénover. Fait que c'est des gens qui ont des compagnies de construction ou ils ont de quoi, justement, qui vont remettre le logement au bout du jour ou de quoi. Donc, comme tu dis, il y en a qui vont préférer avoir, au pire, je paye plus cher parce que j'ai des bons revenus. Déjà, puis les locataires, ils sont là. Donc, c'est bon pour moi, je mets ma mise de fonds, le plex, il se paye, puis ma tête est tranquille. C'est ça. Sauf qu'il y en a d'autres, comme Sébastiano, on va dire, qui va vraiment plus vouloir avoir de quoi que lui va pouvoir optimiser. Tu sais, qu'il va arriver, qu'il y a des travaux à faire. Donc, chez chaque type d'acheteur est différent. exact. Puis ça dépend toujours de ton acheteur, en fait, là, tu sais, de son capacité de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire ou non, là, tu sais, comme travaux et tout. Là. Donc, est-ce que ça a-tu répondu à ta question? Ouais, donc Ouais. c'est quand même situation to situation at the end of the day. Mais je comprends aussi que, ouais, il y a plus de questions à demander, je pense. Oui, ouais. Beaucoup Ben, plus de questions. c'est Ouais. oui. Parce que Ouais, chaque acheteur est différent. Tu sais, je dis souvent, tu peux vendre la même maison 10 fois avec 10 vendeurs, puis la transaction va être différente les 10 fois. 10 fois, ouais. Parce que c'est pas le. Tu sais, certains vendeurs vont plus dire: ah, mais moi, j'ai changé mes planchers ici. Fait que, tu sais, au moment c'est l'environnement que, tu sais, fait que, veux pas, les vendeurs voient pas leur immeuble de la même manière, même si c'est la même bâtisse exactement. Ouais. Donc, c'est différent chaque transaction comme ça. Aussi, si on des plans de, disons, c'est pas le cas pour celle-là, mais si on des plans de Airbnb ou quelque chose comme ça, peut-être ça c'est aussi quelque chose que c'est pas grave. If they're planning on leaving the property, the actual family that lives there now, maybe the owner could have a situation where they could do like a week-to-week rent and it could be more rentable. Tout dépendamment. Tout If it's dépendamment. downtown, let's say, you know what I mean? Ouais, puis ça dépend. Tu sais, du côté Airbnb, tu sais, je sais que c'est pas, C'est pas, pas c'est tout pas le- très à tous la les mode là, espaces, ces temps-ci, ouais. tu sais, admettons. Ouais. Mais je veux dire que ça l'amène, je pense, plus de revenus, on va dire. Si on prendrait, on va dire, un chalet que tu vas louer Airbnb ou un chalet que tu vas louer à une famille à l'année, je pense que c'est sûr que le louer Airbnb va te rapporter plus. Yeah. Mais ça t'amène plus de Problème, travaux complexité aussi, tu sais, aussi, ouais. à faire. Admettons, au final, à chaque semaine, il faut te laver, te nettoyer le chalet et tout. Mais c'est ça. Puis encore là, une fois, est-ce que tous les acheteurs sont bons pour acheter des chalets locatifs, Airbnb? Non. Tu sais, Yeah. ça dépend quel type d'acheteur que tu es, admettons, tu sais, pour justement savoir quel type d'investissement tu dois aller vers. Donc, tu sais. Puis sinon, toi, Dom, Oui. parle-nous donc un peu, là, ça fait quand même plusieurs années, plus que 15 ans, t'es courtier, 16 ans? Oui, c'est ça. 16 ans? C'est sûr, plus que 15 ans, oui. 15 ans quand 15 même, ans, hein? 16 ans. C'est fou, hein? Oui, ça passe rapidement. Ouais, hein? Et toi? Non, 10 ans. Ça va faire 10 ans cette année, en Ok, fait. ok. Là. Donc, mais toi, si je te demandais, admettons, là, depuis les 2-3 dernières années, qu'est-ce que tu trouves qui a le plus changé dans l'immobilier à comparer de quand tu as commencé, on va dire, là, 15 ans et plus? Ben, si je dois être honnête avec vous, je pense que une chose qui a changé beaucoup avec la façon de travailler et de trouver des clients, j'ai vu ça avec les médias sociaux. OK? J'ai vu maintenant que les clients... Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui ouvre les papiers maintenant Il y en a de moins en pour moins. garder les annonces. Ouais. Fait que
aujourd'hui, c'est tous les médias sociaux. Fait que oui, tu peux mettre sur Remax, les sites web de Remax centrés, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur leur téléphone. Tout le monde garde les annonces sur les médias sociaux. OK? Fait que dépendant de ce que vous êtes en train de garder, c'est sûr qu'à un moment, votre annonce pour votre propriété va être sur leur newsfeed. Fait que ça, c'est une façon que j'ai vue que, comme tous les courtiers doivent changer un petit peu de vraiment concentrer avec les médias sociaux. C'est vrai, c'est sûr que ça fait partie de la game maintenant, les médias sociaux. Ça a toujours été, je pense, un peu, pas le 20 ans, où c'était moins pire un peu, ou c'était différent, c'est comme dans les journaux, peut-être, comme les journaux, le mailing et tout ça, mais aujourd'hui, c'est plus le mode, on va dire. Fait que nous, comme courtier, on doit juste suivre le mode. Il faut. Ça se peut que dans 10 ans, ça peut changer, mais maintenant, c'est ça que j'ai trouvé dans les dernières 3 ans. Ça va changer dans 10 ans. Ah, 100%. On change pas l'immobilier comme tel. Je veux dire, aller chercher des clients, puis les transactions immobilières sont toutes différentes, mais à la fin, ça reste des négociations, puis des évaluations. Mais la façon. Se promouvoir et tout, ça évolue beaucoup avec le temps. Oui, c'est final. ça. Donc, Quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de courtiers qui sont pas sur les réseaux sociaux médias. plus les courtiers qui... Ouais, ceux-là qui sont là pour 30 ans. Ça va. Ok, ouais, c'est ceux qui ont déjà une clientèle Base de de base, puis c'est différent pour eux autres, mais j'en connais qui sont pas là-dessus. Non, même Tony était supposé venir ce matin, notre partner c'est Tony, ça. puis en fin de compte, il n'est pas venu. C'est pas... peut-être que c'était trop tôt pour lui, mais il n'est pas venu. On vous avait mis une belle place ici, là, à côté. Là. Tony, ça serait assis ici, là. Mais, tu sais, comme tu dis aussi, parce que c'est... Tu sais, nous, on est un peu plus jeunes, on va dire. Mettons, fait on a... toi, j'avoue, tu sais, quand tu étais plus jeune un peu, tu sais, les médias sociaux, c'était pas tant présent encore, ou tu sais, pas. Alors, nous aussi, on a comme été habitués là-dedans un peu. Mais tu sais, quand ça fait 20 ans, 30 ans que t'es courtier, là, tu sais, au début de TikTok puis Instagram, il n'y en avait pas, là, tu sais, au final. Fait que c'est là que tu vois aussi les gens qui sont capables de s'adapter au changement du métier, parce que justement, comme tu dis, Dom, c'est super important d'être sur les c'est ça. Mais sur les internets. Mais c'est ça. On est en train de faire ça aujourd'hui. Exactement. But just to talk about the other side, I think it's very important because what me and Dom do is we speak to a lot of people we've never spoken to before. So let's say they have a cousin or something, there's already built trust there. But for us, let's say we want to build trust, let's show who we are. So we show what houses we have for sale, how we have our videos done, a little bit more personal stuff too. It creates a little bit of a connection, and it does cause people to choose you more because over time they feel like they're becoming your friend over médias sociaux. You know, like we can say his name, Ryan Serhant. Ouais. Ryan Serhant, you feel like you almost know him. I don't know if you've seen the show on Netflix. It's very good, and you can feel like you have like that one-to-one. So when you call him on the phone, it's not a stranger. Yeah, There's a built brand inside. So people feel more comfortable. Yeah, You build that trust already from the beginning. You walk into a room and you already have a presence. That's what the media, les médias sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Qui vous amène, ouais. Mais ça l'aide. It does help because I've gotten feedback from the podcast that we're doing. And people tell me, I saw your podcast. Oh, you're now ready for HGTV. Yeah, you get these comments, you know. But it's to show you that people are noticing. You're being noticed. They know, right? They see it. There's some that won't say anything, but you know, the ones that are closer to you, they'll make the comment. You know, so it does get out there. That's for sure. But for sure, and once you build that, especially in social media, once you build that web of content, okay, after 30 days, 60 days. That's when you're really going to start getting noticed, especially on the social media like Instagram or TikTok. There's a certain algorithm that they have that the more videos you make, the more it's going to be pushed out. But if you only have 1 or 2 or 3 videos, you're not going to be noticed yet. Yeah, it's kind of forgotten. And you have to be consistent with it too. Mais ça, c'est dans notre domaine, je trouve, c'est vraiment ça. Faut vraiment que tu continues à faire tes suivis puis que tu sois là tout le temps. Parce que quand tu fais 1 mois, 2 mois, le monde t'oublie à la fin. Faut vraiment que tu sois constant dans ce que tu fais pour que justement les gens... Si tu fais une semaine avec les médias sociaux, après ça, dans l'autre semaine, tu arrêtes, tu recommences, tu arrêtes. Ouais. Tu fais jamais... Non, ça va jamais fonctionner. Exact. Puis pour finir, je vous demande un petit tour de table. Comment vous pensez que l'année 2026, on est rendu début mars, mettons, là, mais comment vous voyez, on va dire, je peux commencer par Phil, on va dire, mettons, comment tu vois l'année 2026 dans l'immobilier, mettons, comment tu penses que le marché va être au courant de l'année? Je pense que ça va être quand même assez bien cette année.
il y a beaucoup de premiers acheteurs encore. Et avec tous les plans que les banques ils sont en train d'offrir, le gouvernement aussi, je trouve que ça va être une très bonne année pour les premiers acheteurs. Puis il y en a beaucoup. Ouais, c'est sûr. Avoir accès à la propriété, c'est quelque chose que le monde parle beaucoup, donc les gens essaient vraiment d'avoir accès, même si on le sait que c'est quand même difficile, les prix ont augmenté. Puis toi, Denis, admettons, comment tu vois l'année 2026 côté immobilier pour toi? Je pense que ça va être une très très belle année. Je pense avec les taux d'intérêt, ça donne un petit souffle aux acheteurs. Là. Puis je pense que le monde, ils ont beaucoup gardé leurs argent durant le 2023, 2024, 2025. Puis ont commencé à créer une base pour eux-mêmes. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de ventes cette année. Je le vois déjà, les listings en vigueur sont beaucoup plus. Ouais. Donc, ouais. Puis toi, Dom? Oui, c'est vrai. Les inscriptions ont vraiment augmenté dans les dernières 32 jours. Fait que à cause de ça, c'est bon. On sait déjà que cette année, on a commencé déjà dans un marché des vendeurs. Mais à cause de cet inventoire augmenté beaucoup, ça a aidé aussi les acheteurs de rentrer dans l'immobilier. Et au moins que vous avez beaucoup d'options. Qu'il n'y a pas juste une maison à vendre et il y a 10 offres d'achat. Je comprends. OK? Fait que à cause de ça, je vois que oui, comme je suis d'accord avec eux que ça va être une année très, très bon pour les acheteurs, mais aussi pour les vendeurs. Je pense que oui, c'est sûr que les vendeurs, ça reste. Surtout, mais en fait, c'est que ça dépend dans quelle braquette de prix que tu te situes, on va dire. C'est ça que je vais te parler, oui. Ok, vas-y. C'est ça. Fait que ça aussi, ça dépend, est-ce que c'est une maison de 500 000 ou 1 million? Fait que c'est sûr que si vous êtes un acheteur qui cherche une maison de 500 600 000, ben, le bassin d'acheteurs, c'est vraiment élevé. Il y a de la compétition. Oui, c'est ça. Mais si on parle d'une maison de 900 000, 1 million, oui, il y a un grand bassin, mais pas assez de dire oh mon Dieu, c'est une surenchère de 50 000. Non, pas nécessairement. Bon, ça dépend des. Puis encore là, ça dépend aussi du prix demandé. Tout va avec l'offre puis la demande. C'est ça. Allez-y. Ben, je trouve que comme dans les 605, 600, 700, ça touche beaucoup plus d'acheteurs. Oui, c'est ça. Là, le bassin est très grand. Exact. Mais pas. Oui, c'est encore là pour les millions, mais c'est pas la même chose c'est comme différent. d'une 500, 600. Ah ouais, non. Non, parce que dernièrement, je suis dans les 500-600, puis c'est souvent 4, 5, 6 offres d'achat. Non, c'est ça, exactement. Au final. Donc, c'est sûr que comme tu dis, je pense que maintenant, si tu as une maison dans les premiers acheteurs ou une maison qui est très bien rénovée, ça va se vendre bien. Mais c'est vrai que les maisons qui se vendent sans garantie légale, sans aucune explication, qui ont besoin de travaux, ça, c'est vrai qu'il y en a un petit peu plus qu'il y en avait, parce que c'est sûr que là, 2-3 ans, il n'y avait juste rien sur le marché, on va dire, mettons. Là. Donc, c'est vrai que certains types de propriétés, ça dépend vraiment, comme je dis, du prix que tu demandes, comparativement à la valeur que ça vaut, puis à la fin de la journée, la mise en marché, vos vidéos que vous parlez, c'est bien, ça amène une belle visibilité à la maison ou au condo que vous allez mettre à vendre. Donc, merci beaucoup les garçons, ça a été super apprécié. Yes, of course. Puis là, je vais envoyer Steve en vacances plus souvent. Là. Je vais dire qu'il parte plus souvent. C'est plus tranquille. C'est plus casual, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est plus professionnel. Exactement. Ben oui. Mais Sorry, Steve. Regarde comment il est assis. Ouais, c'est différent de Steve, juste déjà comment... Ah ouais, c'est ça. Ciao tout le monde. Ciao.